plaît, je déclare la séance de la Commission de la culture et de l'éducation ouverte et je demande à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leur téléphone cellulaire. Je vous rappelle que la Commission est réunie afin de poursuivre la consultation particulière et audition publique à l'égard du projet de loi numéro 56, loi visant à lutter contre l'intimidation et la violence à l'école. Cet après-midi, nous recevons l'Association montréalaise des directions d'établissements scolaires, conjointement avec l'Association québécoise du personnel de direction des écoles et un peu plus tard, l'Association des commissions scolaires anglophones du Québec. Alors, ça nous fait plaisir de vous accueillir et je vais demander à M. Gaétan No, qui est président de l'Association montréalaise des directions d'établissements scolaires, de nous présenter les gens qui vous accompagnent et pour ensuite aller avec la présentation que vous devez nous faire. M. No, la parole est à vous. Merci, M. le Président. Je vais laisser ma collègue, Mme Boucher, présenter les personnes qui sont avec elle. En ce qui me concerne, je suis accompagné de M. Jean-François Bouchard, qui est directeur de l'école secondaire Henri Bourassa, école que connaît bien Mme la ministre, je crois, puisque c'est dans sa circonscription. Dans la salle se retrouve aussi mon vice-président à la Commission scolaire de Montréal, M. Laurent Landry, ainsi que M. Alain Blais, vice-président de la Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île. Alors, nous sommes bien heureux d'être ici parmi vous aujourd'hui. Madame la ministre, messieurs et mesdames les députés, l'Association québécoise du personnel de direction, la QPDE, et notre association a souhaité présenter un mémoire conjointement. Premièrement, d'abord et avant tout parce que nous endossons des positions similaires. Nous représentons aussi près de 1000 directions d'établissements scolaires, milieu urbain, essentiellement la région de Québec et de Montréal. Donc, le message que nos membres veulent vous transmettre aujourd'hui, il est simple, il est clair. Nous croyons foncièrement que quand les élèves sont heureux dans leur milieu, quand les élèves se sentent en sécurité, ils y investissent et éventuellement, ils réussissent et ils persévèrent. Mais comme rien n'est parfait en ce bas monde, les projets de loi n'échappant pas à la règle, on a souhaité vous apporter quelques propositions, quelques suggestions afin d'améliorer ce qui pourrait être l'efficacité dans la lutte contre l'intimidation et la violence. J'insiste sur le mot efficacité, nous allons y revenir. D'entrée de jeu, je vous dis que nous ne nous prononcerons pas sur tous les points. Nous avons choisi des cibles. Afin de synthétiser nos propos, nous avons priorisé certaines recommandations. Il ne faudrait pas en déduire qu'il s'agit des seuls questionnements que nous pourrions avoir concernant le projet de loi. À titre d'exemple, nous n'abordons pas la question du protecteur de l'élève, bien que nous pouvons vous dire que nous nous questionnons énormément sur le rôle, les nouveaux rôles qu'on veut lui confier. Nous insistons essentiellement sur 6 volets. Je vous les mentionne rapidement avant de passer la parole à Mme Boucher. D'abord, un problème avec, selon nous, la définition de l'intimidation. Deuxièmement, l'importance du volet éducatif et préventif par rapport au volet, que j'appellerais coercitif de la loi. Troisièmement, la notion de frontière de l'école dans le temps et dans l'espace. Quatrièmement, certaines problématiques que l'on soulève au niveau de la bureaucratie, de la lourdeur bureaucratique. Cinquièmement, notion de responsabilité parentale et finalement toute la question de l'augmentation des tâches, des devoirs par rapport aux pouvoirs qui nous sont conférés. Merci, Monsieur le Président. Allez-y. C'est Mme Boucher. Alors, bonjour, Monsieur le Président, Madame la ministre, Mesdames et Messieurs les députés. Ça me fait grand plaisir d'accompagner mon collègue de l'AMDES. Je ne redirai pas ce qu'il a dit, mais je vais quand même prendre le soin de présenter mon collègue, M. Dominique Flamand, qui est directeur d'une école primaire de 395 élèves à Sainte-Marie-de-Beauce, qui est une population à peu près de 12 000 personnes. Et aussi, dans l'assistance, nous avons des directions d'établissements qui sont présentes aujourd'hui. Nous avons Mme Sylvie Drouin, qui est de la Commission scolaire de la capitale, M. Pierre Drouin, qui est de la Commission scolaire Appalaches, M. Daniel Lemelien, qui est de la Commission scolaire des découvreurs, et M. Carl Ouellette, qui est de la Commission scolaire des premières seigneuries. Alors, d'entrée de jeu, je vous parle de la définition parce que je crois que c'est le squelette du projet de loi et force est de constater que l'importance d'y accorder une attention particulière pour effectivement, par la suite, poser les gestes adéquats qui s'imposent.
Alors, nous avons pris la peine tout de même de consulter la recherche et en ce sens, je sais que Mme Claire Beaumont, qui est co-directrice de l'Observatoire canadien pour la prévention de la violence à l'école, va déposer un mémoire sur l'ensemble des définitions sur la question, en tout cas ce que la recherche en dit, et je nous invite à y prendre... lire ce qu'elle va dire parce que je pense que ça pourrait être intéressant de s'en inspirer. Tout d'abord, dans la définition, puis là, je ne suis pas la seule à le dire aujourd'hui, donc je vais essayer d'être très concise, étant donné que vous avez entendu à peu près le même discours pendant 3-4 jours. C'est évident que l'intimidation, c'est une forme de violence et ça ne peut pas inclure tout acte de violence, donc ça prend un certain nombre de caractéristiques. Et pour nous, c'est extrêmement important de pouvoir justement les reconnaître dans la définition. Alors, là, je vais débaptiser le monsieur en question, qui est un grand chercheur sur la question et qui a été le premier à vraiment documenter, qui est un monsieur Olweus, c'est ça? Olweus, merci beaucoup. Donc, c'est le W comme le V en allemand. On aime. Alors ça, je sais comment le dire à ce moment-là. Alors, il parle d'un déséquilibre dans le rapport de force. Ça, c'est une première chose. Il parle de l'intention. Il parle de la nature répétitive du geste. Alors, je pense qu'on devrait voir dans la définition ajuster pour que les critères qui caractérisent l'intimidation comme telle soient présents. Un deuxième élément dont on veut seulement souligner, c'est qu'il s'agit vraiment d'un projet de loi visant à lutter contre l'intimidation et la violence. Donc, ça serait important aussi de bien définir la violence parce que la violence, c'est quand même, elle a une définition qui est déjà dans les documents du ministère et qui nous apparaît très bien. Alors, on a des bons coups aussi, il faut les nommer. Et dans les gestes de violence aussi, on va même jusqu'à définir chacun qu'on peut retrouver. Donc, je pense que ça serait intéressant de pouvoir également avoir la définition de la violence dans le projet de loi. Dans un deuxième ordre d'idée, dans l'esprit de la définition, ce qu'on comprend, c'est que ça ne s'adresse pas uniquement aux élèves. Et nous, on est favorable parce qu'on trouve qu'effectivement, mais il faut quand même, je vais nuancer là parce que c'est quand même plus rare, il faut le dire, les gestes peuvent être aussi posés envers ou par des adultes. Alors, si un élève intimide un enseignant, on applique le plan, mais si par contre une situation un membre du personnel est intimidé, ou un élève, c'est-à-dire est intimidé par un membre du personnel, là, on questionne, là, il faut voir qu'est-ce qu'on applique, parce que présentement, dans nos commissions scolaires, lorsque deux adultes, il y a une problématique d'intimidation, il y a une politique dans nos commissions scolaires pour contrer le harcèlement. Alors, ça, c'est un deuxième élément. Alors, je ne pense pas avoir oublié rien par rapport à la définition. Ce que je peux vous dire dans la stratégie gouvernementale qui se décline en 4 actions, le volet mobilisé, pour nous, ça a toute sa saveur dans le sens où la responsabilité de toute violence et intimidation dans le milieu scolaire ne peut pas appartenir à une seule personne, mais doit appartenir à l'ensemble des acteurs qui composent l'équipe école. Alors, je passerai maintenant, je m'excuse pour les membres de la commission, je saute d'une page à l'autre parce qu'on s'est partagé le discours, mais ça ne va pas toujours avec l'ordre des pages, mais tout de même, je continuerai avec la responsabilité parentale qui, je dois vous dire, ils sont des partenaires précieux pour les directions d'établissement. Alors, pour nous, c'est clair que le premier responsable du développement d'un enfant, c'est son parent. C'est clair pour nous que cet élément-là, on souhaiterait le voir davantage interpellé dans le projet de loi. Dans le même sens que je viens de vous dire, on ne peut pas intervenir en tout temps et en tout lieu lors d'actes d'intimidation et de violence. Puis là, je pense à la cyber-intimidation, où là, on aura à définir les zones d'actes, de gestes qu'on doit poser, qu'est-ce qui nous appartient. Alors, pour nous, c'est important de clarifier cet élément parce que comme le parent doit jouer un rôle majeur envers son enfant, nous souhaitons vraiment que ce rôle soit mis en évidence. Alors, le projet de loi, ce qu'on en comprend, c'est qu'il précise uniquement que le parent doit prendre connaissance du plan de lutte,
Ce qui nous apparaît un peu réducteur parce que le parent, non seulement il doit en prendre connaissance, mais il doit collaborer, il doit participer à la démarche scolaire visant à corriger le comportement déviant de l'enfant. Et ça, c'est dans un souci aussi d'intervention, vous comprendrez, éducative, parce que nous sommes dans une maison d'éducation. Donc, quand on est rendu à poser des gestes de coercition, il faut vraiment que les gestes soient majeurs. Et ça, pour nous, on veut bien le nommer parce que c'est très important. Maintenant, je passerai au volet préventif qui, je dois le dire, m'interpelle particulièrement parce que je crois fondamentalement que plus on fait de prévention, plus on évite la coercition. Et ceci étant dit, je crois vraiment que les pratiques gagnantes sont des gestes récurrents au quotidien que l'on pose dans l'école. Et je vous dirais qu'en regard de cela, les codes de vie, les règles de vie sont déjà clairement travaillées dans les établissements. Et je vous dirais que c'est un objet du conseil d'établissement, donc on doit les revoir à chaque année et c'est la façon de travailler avec nos équipes pour mettre en place ces pratiques pour prévenir et contrer la violence à l'école. Je sais qu'il y a un budget, puis là, je vais faire une parenthèse, mais je ne veux pas que ce n'est pas là-dessus que porte l'essentiel du message, mais tout de même, il est important de savoir que dans les membres que nous représentons après sondage, il y a 50 de l'enveloppe qui est dédiée à la lutte pour contrer l'intimidation et la violence qui descendent dans les écoles. Et ce n'est pas parce que nécessairement c'est tout le temps mal utilisé, là, je veux quand même nuancer des choses, parce qu'il y a des alternatives à la suspension qui est une forme pour contrer la violence qu'on met en place dans les commissions scolaires, mais peu importe. Ça veut dire ça, au bout, c'est un constat là, qu'on aime bien expliquer, là, c'est que ça veut dire que dans une école de 200 élèves, c'est 500 $, 600 $ qu'on a pour lutter. Alors, je le sais que ce n'est pas très gagnant de parler de ressources, mais que voulez-vous, on en est là quand même. Quand on sait que la recherche dit que les pratiques gagnantes, c'est les gestes qui sont récurrents au quotidien, bien, on voit mal comment une formation sur le civisme, aussi bien intentionnée soit-elle, puis ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire, c'est pas ça que je dis, mais il ne faut pas que ça soit l'unique façon de travailler pour contrer la violence et l'intimidation. L'élément du volet préventif qu'il faudrait absolument penser, c'est la formation obligatoire de l'ensemble des personnels. L'ensemble des personnels, pour être capable de faire une intervention juste, mais aussi pour être capable de juger de la situation pour faire en sorte que par la suite, l'intervention soit juste. Alors ça, il m'apparaît que c'est un incontournable. Je glisserai rapidement un mot sur les ententes de collaboration avec les ressources policières. Je dois vous dire qu'on n'est pas du tout contre le fait que la commission scolaire puisse avoir un partenariat, un cadre de référence, mais j'attire votre attention sur le fait que les ententes particulières de partenariat avec les forces policières doivent se faire avec les établissements parce que chaque établissement a sa couleur, a ses particularités, a ses besoins qui sont différents. Et là-dessus, je vous invite également à regarder ce que la recherche dit parce qu'elle est très claire là-dessus quand il y a des ententes de partenariat qui s'inscrivent avec la direction d'établissement et le policier. Ça a des portées très, très positives. Autant une mesure de prévention dans l'entente que mesure d'urgence et que mesure de sanction légale, on va dire, parce qu'il faut le dire qu'on en prend aussi de ces décisions-là. Et puis, je pense que j'ai fait le tour. Merci, Mme Boucher. Monsieur le Président, en abordant la question de la lourdeur bureaucratique, nous nous sommes posé une seule et simple question. Est-ce que le projet de loi nous aide à combattre l'intimidation ou au contraire, est-ce qu'il alourdit notre action? Est-ce qu'il supporte nos efforts? Est-ce que ce qu'il propose fournit un appui et des outils additionnels ou au contraire vient-il compliquer ou étirer dans le temps nos actions? En d'autres mots, nous aidera-t-il? La fonction de directeur consiste à s'assurer de la qualité des services éducatifs dispensés dans son établissement et, entre autres, de veiller à ce que le milieu soit sécuritaire. Or, en regardant de plus près le projet de loi, on constate qu'il y a un alourdissement considérable des tâches administratives demandées aux directions d'établissement dans l'élaboration
d'abord, et l'application du plan de lutte, ainsi qu'au niveau de la reddition de comptes. Nous croyons qu'à certains égards, il existe plusieurs doublons ou duplications d'activités ou d'opérations qui sont déjà menées ou prévues dans la loi sur l'instruction publique. À titre d'exemple, au niveau de l'élaboration et de l'approbation d'un plan de lutte comme tel, il faut comprendre qu'il existe déjà dans la loi sur l'instruction publique la notion de plan de réussite, mais surtout de convention et de gestion. Avec le but 4 de la ministre, on peut facilement traiter de toute la question de la sécurité dans l'école dans le cadre de la convention de gestion, qui prévoit d'ailleurs les portraits de milieu. Alors, c'est une obligation qui est faite aux directions. Il s'agit de s'assurer, évidemment, que le travail est fait. Mais on pense que dans le cadre de cette mesure-là, des choses peuvent être faites sans qu'on traite de façon indépendante ou autonome la question du plan de réussite. À l'article 75.1 de la loi sur l'instruction publique, il est stipulé qu'il doit y avoir une analyse des situations dans l'école. Encore là, comme je le répète, cette opération-là est menée dans le cadre de l'élaboration de la convention de gestion. En traitant l'intimidation distinctement, on vient alourdir le processus. Certains éléments, comme les sanctions, pourraient très facilement être intégrés aux règles de conduite. L'article 76 de la LIP prévoit que c'est le conseil d'établissement qui approuve ces règles de conduite et de mesure. Donc, selon nous, il reviendrait également d'approuver le plan de lutte à travers les règles de conduite et à travers la convention de gestion. Donc, on ne croit pas qu'une adoption parallèle du plan de lutte soit nécessaire. Nous pourrions retrouver dans le plan des mesures de prévention visant à contrer toute forme d'intimidation et de violence, les modalités ainsi que les mesures de confidentialité. Il est à noter que la quasi-totalité de nos membres ont déjà déployé un plan de lutte contre l'intimidation et adapté à la réalité de chacune des écoles. Au niveau de la reddition de comptes et de l'évaluation, c'est un peu la même chose. Les choses devraient être faites à travers le rapport annuel qui est présenté à chaque année par la direction de l'école. La question des statistiques ou des différents rapports qui doivent être remis à la commission scolaire nous questionne. Nous voyons là un élément de dangerosité quant à la création de palmarès des écoles les plus violentes ou les moins où se passe le moins d'intimidation. Donc, à quoi serviront ces rapports? Quelle fin statistique veut-on en faire? À notre avis, lorsque ces données permettent à une école de se comparer d'une année à l'autre, de se comparer à elle-même, l'évolution dans le temps, ça peut être fort intéressant. Par ailleurs, on pense que ce n'est pas très porteur que de se comparer d'une école à l'autre. Donc, on a parlé d'évaluer le plan de réussite, d'évaluer son application à travers c'est-à-dire le plan, d'évaluer l'application et l'efficacité du plan d'intervention à travers le plan de réussite. Pour nous, c'est une économie et dans le temps et dans l'énergie. Au niveau de l'application du plan, la procédure elle est très normée, elle est systématique et peut devenir très, très accaparante dans le temps. D'autant plus, comme l'a soulevé Mme Boucher, que si la définition d'intimidation est très large, on pourrait se retrouver avec une application qui demande énormément de temps. Vous avez dans le plan dans le projet Ça vaut le coup d'agir ensemble, qui avait été présenté, un aide-mémoire pour la direction lorsqu'il est question d'intervention au niveau de l'intimidation. On y parle d'évaluer rapidement l'événement, de rencontrer les victimes, de mettre des mesures de protection en place, de rencontrer les parents des personnes intimidées, des intimidateurs. On peut facilement comprendre que, dépendant de la situation, ce type d'activité peut prendre pratiquement une journée ou deux dans les tâches d'une direction d'établissement. Nous sommes entièrement d'accord, c'est la chose qu'il faut faire dans les cas de réelle intimidation. La question est comment départager, à partir de la définition qui nous est posée, les cas les plus lourds, comment distinguer, si vous voulez, les petites chicanes de corridors ou de cours de récréation des vrais cas d'intimidation. Alors, tout cela soulève aussi la question du jugement de la direction d'établissement. Il faut nécessairement laisser une marge de manœuvre à la direction
Il faut que la loi trouve un équilibre optimal entre offrir à la direction d'établissement des outils supplémentaires en termes de sanctions, en termes de pouvoir, mais en même temps conserver une part de jugement quant à l'application systématique de ces questions. Donc, dans nos propositions, on suggère que le plan de lutte soit enchâssé dans la convention de gestion ou le projet éducatif et qu'il soit ainsi l'objet d'approbation par le conseil d'établissement. Deuxièmement, que la reddition de comptes relative au plan de lutte contre l'intimidation soit effectuée à travers l'opération du rapport annuel de l'école. Et troisièmement, que les directions d'école ne soient pas tenues de transmettre les rapports concernant les actes d'intimidation et de violence aux commissions scolaires afin d'éviter le palmarès des écoles. La question de la frontière des écoles et dans le temps et dans l'espace, on l'a soulevé, est très importante. L'élève n'est pas à l'école 24 heures par jour. Il y a les fins de semaine, il y a les vacances. Il faut aussi prendre en compte la notion de territoire. Que se passe-t-il, surtout avec la cyberintimidation, quand les activités se passent à l'extérieur de l'école? On pense que la loi devrait être un peu plus claire à cet égard, à l'image de celle qui est proposée en Ontario. L'idée étant de préserver le principe fondamental que l'équipe école et le parent forment un tout. Il ne faut pas isoler la direction ou l'un ou l'autre des acteurs à ce niveau-là. Au niveau des pouvoirs et devoirs qui sont imposés par le nouveau projet de loi, beaucoup de nouvelles responsabilités incombent à la direction. À l'intérieur des modalités prévues par le projet de loi 56, plusieurs actions sont demandées. Premièrement, l'article 11 modifie 96-12. On demande au directeur de désigner parmi les membres du personnel de l'école une personne à charge et de former un comité. La question qu'on se pose, qui formera ce comité? Qui sera la personne responsable? Y a-t-il un risque qu'en identifiant un répondant, un porteur de dossier, on déresponsabilise l'ensemble des intervenants? Une chose est certaine, c'est qu'en ciblant prioritairement l'école, on risque d'envoyer un message que les choses, tout en reconnaissant que l'école est un pivot, il faut absolument préserver les liens de collaboration essentiels avec les autres acteurs de la communauté ou du milieu. Nommer un technicien en éducation spécialisée ne nous apparaît pas la solution idéale, puisque cette personne peut être appelée à enquêter, entre guillemets, auprès de collègues, auprès d'adultes. Alors, on pense qu'essentiellement, ce sera éventuellement la direction qui devra être responsable du dossier, qui devrait être le coordonnateur du comité. Maintenant, que faire dans des situations, surtout en milieu rural, où une direction couvre 3 bâtiments ou 3 établissements à raison d'une journée et demie semaine chacun? On ne peut pas commander les interventions de cette façon-là. L'intimidation n'attend pas que le directeur soit là pour se produire. Il n'est pas populaire de parler d'ajout de ressources, on l'a mentionné. Par ailleurs, on est forcé de constater que les choses qui fonctionnent, on a mentionné dans le cadre de cette commission aussi, les initiatives de la Fondation Jasmin Roy. Alors, il faut se rappeler qu'il s'agit là d'une personne qui est libérée, d'une personne qui est ajoutée au personnel de l'école. La solution, la nécessité de travailler ensemble, c'est très important. C'est une responsabilité partagée. On trouve que ça ne ressort pas suffisamment dans l'actuel projet de loi. L'école est ciblée. Donc, au contraire, y a-t-il un risque, comme je disais, de déresponsabilisation? Voilà. Alors, nous sommes maintenant en mesure de répondre à vos questions, M. le Président. Alors, je vous remercie pour cet exposé. Nous allons débuter immédiatement la période d'échange et je vais donner la parole à Mme la ministre de l'Éducation, des Loisirs et du Sport. Madame la ministre. Merci beaucoup, M. le Président. Bonjour à vous tous. Ça me fait plaisir de vous revoir. Monsieur Nou, Mme Boucher, M. Bouchard, bienvenue à Québec. Ça me fait plaisir de vous voir ailleurs qu'à Montréal-Nord. Bienvenue. Et également Monsieur Flamand. Et merci pour votre mémoire. On aura l'occasion, donc, assez longuement d'échanger avec vous.
Il y a quelque chose que je veux quand même éclaircir. Madame Boucher, vous avez dit que bien que ce n'était pas là le principal angle de vos propos, vous avez quand même dit que, selon un sondage fait auprès de vos membres, vous estimez que 50% des montants dévolus à la lutte contre l'intimidation atterrissaient dans les écoles. Mais je vous ai aussi entendu dire que vous n'êtes pas en train de dire que... Mais c'est important, et je ne veux pas mettre des mots dans votre bouche, mais quand on entend ça comme ça, on dirait que les conclusions qui viennent de façon spontanée, 2-3 éléments. La première conclusion, c'est de se poser la question, est-ce que vous êtes en train de nous dire que les commissions scolaires détournent des sommes destinées à l'intimidation vers d'autres fonctions? Est-ce que vous êtes en train de me dire que 50% des sommes ne sont pas détournées, mais sont perdues dans une forme de bureaucratie qui accompagne le plan d'action contre l'intimidation? Aussi, puis je vous ai entendu le dire, mais je veux juste savoir, là, ça peut être une combinaison des trois aussi, là, mais le dernier élément, c'est que vous avez semblé donner comme exemple le fait que dans le plan d'action 2008-2011, il y avait nommément inscrit le fait qu'on demandait aux écoles d'instaurer le service d'accompagnement de l'élève intimidateur. Je sais pour ma part que c'est fait à la commission scolaire de la Pointe-de-l'Île, avec notamment le YMCA, notamment, là, je pense que ce n'est pas le seul organisme, avec certaines maisons de jeunes. Et donc, vous êtes en train de me dire qu'il y a eu des sommes disponibles à la commission scolaire qui a quand même été dévolues à une forme de service à l'élève, qui est là l'encadrement de l'élève intimidateur. Mais je veux vous entendre plus, parce que, honnêtement, moi, comme ministre et comme législateur, c'est un éclairage important. Parce que pourquoi aujourd'hui je suis devant un projet de loi? Puis j'y reviendrai, là, mais notamment, c'est parce qu'il y a eu un plan d'action avec des ressources financières et qu'on s'est fait dire au bout d'un certain temps qu'on n'était pas capable d'avoir un portrait juste, ou même on s'est fait dire qu'un certain pourcentage d'écoles, on n'a pas de portrait, ça semble être 30 40 des écoles n'ont pas mené d'action de lutte contre l'intimidation. C'est pour ça que je suis devant un projet de loi. Donc, mon projet de loi ne peut pas passer à côté de la cible, qui est de dire qu'il faut que les actions soient prises. Donc, je veux vous entendre. Pour moi, c'est bien important de vous entendre au complet sur... Donnez-moi le vrai éclairage sur pourquoi on a entendu ces critiques sur le plan d'action 2008-2011. Pourquoi les professeurs nous disent « on n'a rien vu, nous autres ». Moi, j'enseigne dans ma classe, je ne sais pas qu'il y a un plan d'action, j'ai rien vu comme service. C'est ça qu'on a entendu par des sondages faits auprès des professeurs et tout ça. C'est pour ça qu'on essaie d'y répondre dans un régime d'obligation d'intervention en cas d'intimidation. Mais racontez-moi l'histoire, dites-moi ce qui, selon vous, est arrivé avec les montants d'argent pour qu'on puisse... moi, ça va me donner l'éclairage sur j'oblige les gens à faire quoi? Une fois que j'ai un régime d'obligation, j'ai un régime possible de sanction, j'ai un régime de transparence. Donc, ça me prend le bon éclairage historique pour prendre les bonnes décisions dans le cadre de ce projet de loi. Écoutez, je n'ai pas fait d'enquête dans chacune des commissions scolaires qui composent les membres de mon association. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vérifié auprès de mes membres à l'association, puis ça a été la même chose au niveau de l'association montréalaise, du plan de lutte, du 6 millions, qu'est-ce qui descend dans les écoles pour venir supporter les écoles à mettre en place le plan de lutte pour contrer la violence. Et le résultat est ça. Qu'est-ce qu'on fait avec les sous? Je ne dis pas qu'il y a des gens qui détournent, là, je suis bien loin de moi l'idée d'accuser qui que ce soit. Probablement qu'il y a eu une partie des sommes qui a été engagée pour une personne à la commission scolaire pour supporter les écoles. Puis au niveau de la bureaucratie, il y a peut-être des sommes parce qu'il faut remplir certainement des rapports. Mais en plus, il y a eu aussi des commissions scolaires qui ont pris l'engagement de donner des services alternatifs à la suspension. Puis c'est dans ce cadre-là qu'ils ont pu utiliser les sommes. Donc, c'est devenu une partie centralisée puis une partie décentralisée. Mais vous comprendrez que je ne veux pas juger de ce qu'on a fait. Je dis juste qu'il y a 50 des sommes qui sont à l'école. Alors, nous, on travaille avec 50 des sommes avec des défis importants. Alors, est-ce que c'est pour ça que le personnel ne s'est pas rendu compte qu'il y avait eu des choses de faites? Ça m'étonne d'entendre ce genre de commentaires parce qu'écoutez, quand on travaille avec du personnel, qu'on est dans une école,
On travaille souvent, je peux vous dire que dans beaucoup d'assemblées de personnel, on parle de règles de vie, on parle des problématiques qu'on peut rencontrer, par exemple, dans un mois. Bon, là, il y a telle situation, comment on peut faire pour redresser? C'est dans le cadre, ça, du plan de lutte pour contrer la violence. Alors, il m'apparaît, en tout cas, questionnant et je pense qu'une des réponses qu'on pourrait se faire, c'est au niveau de la mobilisation. Il y a peut-être quelque chose là à aller creuser davantage. Comment on peut faire pour mobiliser les gens puis vraiment qu'on comprenne qu'on est en train de parler du plan de lutte. Parce que le plan de lutte pour contrer la violence, il peut s'inscrire dans plusieurs choses dans l'école, pas seulement une chose. Donc, le fait de l'inscrire de cette façon fait peut-être qu'en sorte, il n'y a pas de document comme tel où on le nomme de cette façon-là, mais quand on revoit avec l'ensemble de l'équipe école la façon dont on gère les règles de vie, où on fait venir des ressources spécialisées pour vraiment distinguer un manquement mineur d'un manquement majeur, comment on doit libeller les règles de vie, quelles sortes d'interventions qu'on peut faire. Écoutez, ça en est ça. Ça en fait partie des moyens qu'on prend, l'école, pour contrer la violence. Dans ma deuxième partie de réponse, je permettrai à M. Bouchard de poursuivre la discussion. M. Bouchard. Bonjour. En fait, moi, je vais vous parler de ce que je connais. L'intimidation, dernièrement, c'est un sujet, je m'entendais en Assemblée générale le 12 mars dernier, je revenais de vacances, on a parlé qu'on aura à se doter de peut-être quelque chose. Et j'ai posé une question très claire, je dis, avez-vous l'impression que à l'école, j'ai pas juste dit la direction de l'école ne s'occupe pas de l'intimidation, j'ai dit, est-ce que vous avez l'impression que l'équipe école ne s'occupe pas de l'intimidation? Et de façon très unanime, les gens m'ont dit non. On s'en occupe, vous vous en occupez dans les classes, on est vos yeux, on est vos oreilles. Donc, il y a comme eu une espèce de consensus. La question qu'on pose, c'est est-ce que c'est mis dans un plan d'action, c'est-tu écrit intervention numéro 1, sanction numéro 1, est-ce qu'après tant de choses, est-ce qu'on fait des... Dans l'école, en tout cas dans les écoles que moi je connais, j'en connais quand même plusieurs à la commission scolaire de la Pointe-de-l'Île, il y a des codes de vie qui sont particulièrement efficaces, qui sont dotés là, de toutes sortes de choses, des actions coercitives, des actions positives à tous les niveaux. On tient compte également de nos partenaires de la communauté. Quand il arrive telle chose, on peut aller alternative à la suspension si nos commissions scolaires se sont dotées de partenariats de cette nature-là. Ensuite, tout l'avènement des conventions de gestion, nous avons discuté de façon importante. Il y a eu des arrêts, j'ai appelé ça, moi, des arrêts intelligents dans nos écoles, où on s'est dit, il faut qu'on discute de tout. Et un des plus gros buts sur les 5, c'était le but numéro 4, un environnement sain et sécuritaire. Quand on fait l'analyse de la situation, c'est là qu'on va chercher, dans tous les questionnaires qu'on pose, soit aux enfants, aux membres du personnel, aux parents, c'est là que tout sort. Et dans nos conventions de gestion, on a identifié des grandes zones de vulnérabilité et c'est en fonction de ces zones-là qu'on a défini certains objectifs à atteindre, donc nos fameuses cibles, mais on a mis des moyens en place. Mais est-ce que ça s'appelle un plan d'action en bonne et due forme? Peut-être que non. Par contre, je suis capable de vous dire que j'ai un plan d'intervention en situation critique. On va nommer des grosses choses. Un élève, par exemple, qui commet un geste épouvantable. On peut parler, je ne sais pas moi, une tentative de suicide. Ses parents, il est arrivé un accident. Il y a eu une alerte à la bombe. Peu importe, ça, on est doté de plans de cette nature-là. De la même façon qu'on est doté de plans d'intervention particuliers. S'il y a des tireurs fous dans les écoles, on est obligé, on le fait. Ça apparaît dans nos conventions de gestion. Par contre, si la pierre angulaire, en tout cas dans la mienne, c'est comme ça, le but numéro 4, c'est l'environnement sain et sécuritaire, on l'a mentionné tout à l'heure. Moi, un enfant qui est bien dans son école, qui a du plaisir, où les membres du personnel sont agréables avec les enfants, sont agréables avec nous et vice-versa, bien, ça crée un environnement socio-éducatif qui fait en sorte que nos taux de réussite vont augmenter, nos taux de décrochage vont diminuer. Moi, je ne suis pas capable de vous dire si je reçois la moitié du montant d'argent. Si c'est 1 000, je reçois-tu 500? Je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est que j'en aurais besoin d'un petit peu plus pour pas que l'action soit uniquement ponctuelle. Parce que dans tout ce qu'on fait, dans les analyses, quand on s'adjoint des partenaires importants, des chercheurs dans nos écoles, entre autres l'Institut national de la santé publique, qui nous a accompagnés
pour aller chercher les pratiques gagnantes. Et quand on regarde le fameux but numéro 4, ce qui est clair, c'est que cesser de faire des actions ponctuelles, un petit geste par année pour contrer la violence, ça ne marche pas. OK? Ce que je peux vous dire, c'est que le niveau de violence a diminué dans l'école, le vandalisme a diminué au fil des années et certainement, les actions qu'on a posées au fil des années, ça doit être dans un plan d'action. Il y a une équation, c'est une multitude de petits gestes. Madame la ministre. Bon, s'il vous plaît, on va suspendre pour quelques instants, s'il vous plaît. C'est toi qui prends la parole. Alors, je vous remercie. Nous reprenons nos travaux et je vais donner la parole à Mme la ministre de l'Éducation, des Loisirs et des Sports. J'ai beaucoup de respect puis beaucoup même d'admiration pour le rôle du directeur d'école. Je veux juste prendre le temps de vous le dire. Et je suis consciente que dans le projet de loi met au cœur de l'action contre l'intimidation le directeur, la directrice d'école. Vous avez plus d'une fois dans vos propos là, parlé de la notion de déresponsabilisation liée au fait que dans la loi, on dit qu'il doit y avoir une personne désignée responsable. Je vais avoir un échange avec vous là-dessus parce que je vais vous dire un peu ma vision que j'ai de l'équilibre atteint, là, je dirais, ou de l'économie organisationnelle qu'il y a derrière le projet de loi. Oui, on dit dans la loi qu'il faut qu'il y ait quelqu'un de désigné, c'est vrai. Mais franchement, et même dans les entrevues que j'ai données, si on me demandait qui est le leader dans la lutte contre l'intimidation, je pense que la loi dit plutôt que c'est le directeur d'école, qui est désigné dans beaucoup d'éléments comme étant la personne responsable dans son rôle de leader pédagogique et bien sûr de leader dans l'école. Je vais vous faire une comparaison, elles sont toujours boiteuses. Là. Je ne vais pas avoir l'air d'être réductrice dans ma comparaison, mais j'ai été ministre de l'Environnement. Puis quand on parlait de l'enjeu du développement durable, comment faire pour qu'une organisation adopte les valeurs du développement durable? Très souvent, on nous disait évitez de faire une case dans l'organigramme avec quelqu'un responsable du développement durable parce que ça veut dire que tous les autres vont se dire c'est sa job, c'est pas la mienne. Mais la vraie solution, ce n'était pas non plus qu'il n'y ait pas de case développement durable. La vraie solution, c'était que dans les hautes instances de l'entreprise ou de l'organisation publique, les dirigeants soient conscientisés et soient responsables de ce dossier en ayant un répondant par ailleurs dans l'organigramme. Moi, je regarde la loi maintenant puis je me dis, il me semble que j'atteins ça. C'est-à-dire qu'on dit, ça prend quand même quelqu'un qui est une référence dans l'école, mais il me semble qu'il y a un rôle de responsabilisation au niveau de l'autorité que représente le directeur d'école. Mais je suis sensible à vos commentaires. C'est que je veux voir si on peut partager la même vision là-dessus. Moi, je vous le dis de façon claire, puis vous avez même le droit de me dire c'est trop. Mais moi, si on me disait c'est qui, là, qui, ultimement dans la loi, là, qui porte la responsabilité, qu'il y ait un plan, qu'on soit sûr qu'il y a de les interventions, qu'il y a 100% d'intervention s'il y a un geste d'intimidation, qui est responsable de la reddition de comptes, de la clarté de ce qui se passe, la transparence dans ce qui se passe dans l'école, etc., etc., etc. Franchement, je dis, c'est pas le protecteur de l'élève, c'est pas la commission scolaire, c'est pas non plus la personne désignée dans l'école. Franchement, c'est le directeur de l'école. Est-ce que vous voyez ça comme moi? Est-ce que vous trouvez que c'est ça que traduit la loi? Puis si oui, est-ce que vous trouvez que c'est la bonne chose?
Mais moi, ce sera un peu ça, mes commentaires, puis ma réponse à votre inquiétude de la déresponsabilisation face au dossier. Je peux peut-être répondre en partie. Je pense, Madame la ministre, que c'est déjà ce qui se fait dans les écoles. La direction d'établissement, quoi que puisse en penser mon ami M. Saint-Germain, là, est très au fait des situations et s'en occupe. Les choses sont prises en main présentement. Et puis, à cet égard-là, ce que vient ajouter la loi m'apparaît plutôt être de la confusion. Ce que vous mentionnez là, je pense que c'était clairement édicté dans la loi. À ce moment-là, ça devient davantage aidant. Maintenant, il n'y a rien qui spécifie ce que vous venez de dire, là, que le directeur devrait avoir l'autorité, devrait avoir des pouvoirs accrus à cet égard-là. Pardonnez-moi, mais on ne fait pas la même lecture. La loi dit que c'est le directeur qui doit s'assurer qu'il y a un plan adopté par le conseil d'établissement, mais qu'il y ait intervention. Là, ce que ça dit, là, c'est que ça revient au directeur de s'assurer qu'il y a une intervention s'il y a dénonciation d'un geste d'intimidation, s'il y a plainte. C'est le directeur qui doit s'assurer qu'on communique avec les parents de l'élève intimidateur. C'est le directeur qui doit communiquer l'information vers la direction de la commission scolaire. J'ai, moi, de la difficulté à comprendre pourquoi vous dites « c'est pas clair » quand je me dis, franchement, même, je pensais que vous alliez me dire vous nous en mettez trop sur les épaules. Je pensais pas que vous alliez me répondre « c'est de la confusion ». Moi, à la limite, je m'inquiétais en disant on y en met beaucoup sur les épaules au directeur d'école, mais c'est son rôle pédagogique, c'est son rôle d'administrateur. Mais la confusion, elle m'étonne que vous me parliez de confusion. On ne fait pas la même lecture des articles parlant du directeur à ce moment-là dans la loi. Moi, je fais référence au comité dont on parle dans la loi qui doit être mis sur place avec un responsable, sans spécifier qui sera ce responsable. D'ailleurs, les enseignants autour de la commission ici se demandaient si c'était pour être des gens qui seraient nommés parmi leur groupe. Si on énonce clairement que la direction a la responsabilité, oui, je vous dirais qu'on en a déjà beaucoup sur les épaules, ça vient s'ajouter, mais en même temps, c'est déjà de la façon dont on perçoit notre rôle par rapport à la sécurité dans l'école, par rapport aux questions, aux problématiques d'intimidation, aux incidents qui peuvent arriver, ce que décrivait M. Bouchard. Maintenant, donnons davantage de pouvoir à la direction dans le cadre de la loi. Précisons que c'est lui qui est le porteur, qui est l'ultime responsable du dossier. Mais je ne vois pas le comité qui est formé avec le responsable, ce que ça vient ajouter. Je ne sais pas si mes collègues sur le plancher peuvent... Dominique? Compte tenu qu'on a plusieurs questions, juste vous dire, là, j'écoute et en même temps, je prends juste le temps de vous préciser que la volonté était d'exprimer clairement, et je sais que c'est à contrario de ce que vous dites, mais c'était plutôt d'illustrer clairement que la lutte contre l'intimidation, ça concerne tout le monde. Tu sais, c'est pour créer le fait de dire ça concerne tout le monde. On essaie d'ailleurs d'insister pour dire ça se passe pas juste à l'école, ça concerne toute la société, parce que c'est pas juste un projet de loi, c'est une campagne de mobilisation, c'est une campagne d'information, et donc c'est une volonté de dire ça concerne tout le monde. Et ça, vous comprenez ce que je veux dire, parce qu'il y a aussi un danger de dire il me semble qu'il y a un danger de dire on ne met pas de comité en place, pas de répondant, puis c'est le directeur. Il me semble aussi que ça crée un effet de dire c'est pas mon problème. Ça devient le problème du directeur de l'école. C'est que j'essaie de trouver l'équilibre là, entre vos propos, vos inquiétudes et ce que j'ai entendu d'autres intervenants ici réclamer, à savoir de dire assurez-vous que ce soit l'affaire de tout le monde. Certains nous reprochant même qu'on n'intègre pas assez encore tout le monde, comme les témoins, etc., etc. Mais j'ai d'autres questions pour vous. Je veux Est-ce que c'est terminé? Ah, c'est terminé? Oui, d'accord. Exactement. Oui, c'est ça. Okay. Alors, je vous remercie, Mme la ministre. Ceci termine le premier échange avec le parti ministériel. Nous allons poursuivre avec l'opposition officielle et je vais donner la parole au porte-parole de l'opposition officielle en matière d'enseignement primaire et secondaire, M. le député de Jonquière. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, merci beaucoup pour votre présence ici et pour votre préparation, le travail que vous avez fait en consultant sûrement, puis en
en vous asseyant sérieusement pour produire ce document. Merci aussi d'amener des praticiens, je dirais, des directeurs d'école, autant en milieu urbain qu'en milieu rural, bien plus rural, en tout cas plus en région. Rural, c'est un peu fort, mais plus en région, là, pour pouvoir éventuellement répondre ou témoigner de vos réalités respectives. J'aimerais d'abord vous entendre de façon plus globale et plus générale, parce que je constate que vous êtes d'accord avec le projet de loi. En même temps, vous nous dites que il y a déjà beaucoup d'éléments qui existent en vertu de la loi sur l'instruction publique ou en vertu, par exemple, des conventions de gestion qui permettent d'agir et qui permettent d'intervenir. Donc, j'aimerais que vous nous disiez, selon vous, qu'est-ce que le projet de loi 56 apporte de plus à ce qu'on peut déjà faire contre l'intimidation dans nos écoles? C'est moi. Oh, excusez-moi. Moi, je parlais tout bas à mon collègue. Madame Boucher. Bien, écoutez, on se l'est posé la question parce qu'effectivement, la loi sur l'instruction publique prévoit quand même un certain nombre de choses. Puis avec les projets qui ont été amendés par la suite, qui ont venu amender le projet de loi, dont, entre autres, les conventions de gestion qui sont arrivées par la suite et où on a eu le but 4 aussi de la ministre. Donc, il y a tout ça. Puis on a essayé de voir c'était quoi l'essence même qu'on voulait, dans le fond, livrer comme message. C'est sûr qu'il y a eu tout un contexte, il faut se le dire, là, qui a amené le projet de loi. Puis en même temps, j'ai le goût de vous dire qu'on est sensible là, à l'intimidation et à la violence à l'école. C'est bien clair qu'on ne peut pas dire non, on ne veut pas lutter contre la violence. C'est clair que c'est dans nos gènes. On veut lutter contre la violence et l'intimidation à l'école. On pense peut-être qu'on l'a échappé, mais on pense que peut-être que ce projet de loi-là, ce qu'il veut, c'est responsabiliser le plus de monde possible, le plus grand nombre de personnes possible, toute l'équipe école, et non faire porter seulement sur une personne la responsabilité de la question de l'intimidation et de la violence à l'école. Alors, c'est un petit peu ça, dans un contexte où il y a de la mobilisation. Alors, moi, j'aime bien l'idée. Maintenant, ce que j'aurais souhaité, c'est avoir beaucoup plus de prévention puis d'obligation au niveau de la formation des différents personnels. Je dis tous les personnels. Ça, je pense que ça doit être de façon récurrente aussi. Et ça, je pense que si ça vient aussi s'inscrire dans le projet de loi dont on parle aujourd'hui, ça pourra venir bonifier déjà ce qu'on fait, le fait de dire, bien là, on met l'accent sur la prévention de façon récurrente et obligatoire. On doit tous être interpellés par la situation. Maintenant, la mobilisation veut dire aussi des outils. Alors, on souhaite grandement avoir des outils supplémentaires, j'imagine, parce qu'on a on a quelque chose de nouveau qui est la cyberintimidation. Ça fait quand même pas 20 ans qu'on travaille avec les outils comme Facebook, etc. Et je vous dirais que la zone n'est pas tout à fait délimitée à ce qui appartient à l'école puis ce qui appartient à la maison. Puis ça, je pense qu'on est très inconfortable avec l'idée de ne pas trop savoir où la zone, là. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais je suis allée vraiment comme... personnellement, là, comme... Bien, en fait, il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise réponse. Non, il y avait votre réponse. Mais tant qu'à être justement sur ce que vous appelez la zone, là, ou le territoire, l'espace-temps du projet de loi 56, et vous parlez de la cyberintimidation, je suis d'accord avec vous que c'est un phénomène récent. C'est un phénomène qui amène toute une différence, parce qu'on entend souvent « l'intimidation, il y en a toujours eu », ce qui est malheureusement vrai. La différence aujourd'hui, c'est que ça se poursuit à la maison avec Facebook, Twitter et les réseaux sociaux. Alors, j'aimerais ça vous entendre un petit peu plus là-dessus, au-delà de dire on voit mal jusqu'où ça peut aller, quelle est notre responsabilité. J'imagine que vous avez réfléchi un peu plus là-dessus, ou peut-être dans le concret là, des gens sur le terrain, mais moi, par rapport à la cyberintimidation, ça me questionne beaucoup. Ça interpelle évidemment le rôle des parents aussi là-dessus, mais jusqu'où vous voyez votre rôle, là, ça arrête où, là, votre frontière?
OK. Dans un premier temps, ce qui se passe à la maison, quand il y a des répercussions à l'école, je pense que la direction d'école doit jouer un rôle, hein? C'est évident, parce qu'il y a une relation avec le parent, mais elle ne doit pas être seule à régler la situation quand il y a une situation qui se passe à la maison le soir, les fins de semaine. Puis là, c'est parce que si c'est juste la direction d'école, qu'est-ce qu'on va faire aux vacances estivales? Là? On va avoir un problème tantôt. Donc, je pense que c'est dans ce cadre-là que je nommais que la cyberintimidation, il faut quand même délimiter. Et je pense que le parent, je vous dirais que la très grande majorité des parents, on a une collaboration... ça va très bien avec les parents. Donc, il ne faut pas non plus sous-estimer le rôle qu'ils ont à jouer. Puis, je vais vous raconter une histoire bien banale. Là. Juste Facebook, là, il semblerait que ça prend un âge minimal. Bien, je peux vous dire que dans les écoles primaires, là, il y en a 8-9 ans qui ont déjà leur compte sur Facebook. Donc, juste de sensibiliser les parents à dire, bon, il y a un compte, c'est une chose, mais est-ce que tu vois qu'est-ce qui est écrit dessus, puis est-ce que tu interviens? Est-ce que tu fais de l'éducation? Puis là, je dis pas ça pour taper sur les parents, je dis juste que c'est un phénomène nouveau, qu'on ne s'est pas encore attardé à cette situation-là, puis c'est grand temps qu'on s'y attarde pour justement éviter les dérapages. Alors, pour le reste de la réponse, je laisserai M. Flamand terminer. M. Flamand. Bonjour. J'en ai fait beaucoup de prévention dans mes écoles sur la cyberintimidation ces dernières années. Écoutez, une école de 395 élèves, quand on va à 16 assemblées de parents en début d'année, c'est beaucoup. Et je l'ai fait. Pour vous dire, au niveau des enfants qui ont des comptes Facebook en 3e année, c'est à peu près les 2/3 des élèves chez nous. C'est jeune. Et puis, il y a beaucoup de travail à faire au niveau des parents, la sensibilisation, parce qu'il y a une naïveté par rapport à ces outils-là. Que plusieurs parents sont plus ou moins à l'aise ou plus ou moins conscients. Pour eux, ils sont tranquilles devant l'ordinateur, ils ne font pas de mal. On a une bonne collaboration avec la majorité des parents, sauf quelques exceptions, mais il arrive des cas où on intervient, puis au bout de quelques temps, le parent va relâcher sa vigilance. On a aussi des situations, moi, que j'ai vécues où ça ne concernait pas du tout l'école, ça n'avait pas d'influence sur l'école, puis le parent, avant le projet de loi, voulait que je m'en occupe. Et je ne me sentais pas capable de faire quelque chose parce que dans l'école, il n'y avait aucune répercussion, mais ça causait des problèmes. C'était vraiment quelque chose en dehors complètement de l'école. Fait qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair à ce niveau-là, qui est questionnant de notre côté dans notre travail. Mais écoutez, au niveau de la sensibilisation, de la prévention, c'est évident que notre porte va toujours être ouverte. C'est notre premier rôle. Puis un acte de prévention, je ne sais pas combien que ça peut enlever d'actes de coercition aussi. On y croit, là. Merci. Monsieur le député de Jonquière. Oui, on pourra revenir sur la prévention un petit peu plus tard parce qu'effectivement, je suis d'accord avec vous, c'est fondamental. Mais est-ce que je comprends bien, même si vous avez certaines difficultés à bien cerner comment pouvoir intervenir autour des réseaux sociaux, autour de Facebook et tout, vous me dites quand même qu'il faut envisager cette question-là sous l'angle des répercussions sur l'école. Donc, quand il y a répercussions sur l'école, ça vous concerne. Donc, ça élargit quand même, d'une certaine manière, le spectre, parce que des répercussions sur l'école, si en soirée, il y a un genre de chat qui se passe entre des élèves qui intimident... j'ai en tête, on a tous lu là, les propos qui ont été tenus concernant la jeune de Sainte-Anne-des-Monts quelque temps avant son suicide, bien malheureusement, là, qui était souvent le soir, la fin de semaine, c'est par toutes des élèves de l'école. Est-ce que pour vous, ça, cet exemple-là, même si c'est en dehors de l'école, en dehors des heures de l'école, ça a eu forcément des répercussions sur l'école? Alors, il y a comme ça touche votre territoire d'une certaine manière là, par ça. Là. Alors, oui, il y a une limite où on pourrait prendre, par exemple, un autre exemple. Là, je viens de vous donner un exemple virtuel, mais on en parlait un petit peu plus tôt aujourd'hui. Si on prend un exemple réel, l'élève qui n'a pas besoin de prendre l'autobus
pour se rendre à l'école ou retourner chez eux. Bon, bien, est-ce qu'on y va y aller comme le contrôle de la cigarette, là, à 9 mètres de la porte de l'établissement, ou l'élève est sous contrôle de l'école jusqu'à ce qu'il soit rendu à la porte de sa maison? C'est un petit peu la même question qui se pose. Alors, je vous lance ça. Je peux tenter une intervention par rapport à ça. Je pense qu'encore là, il faut trouver un équilibre. Et puis, il faut distinguer entre des balises claires, et la vraie vie aussi. Il n'y a pas une direction d'établissement qui interviendra pas ou qui demandera pas à son personnel de soutenir un élève qui a eu une problématique en fin de semaine, parce qu'on sait très bien qu'il va y avoir éventuellement une répercussion tôt ou tard dans l'école. Donc, lorsqu'on est informé, indépendamment du fait de la question de territoire ou de la question du temps dans la semaine où ça s'est produit, si on pense que ça peut avoir un impact négatif sur le milieu, il y a une intervention. Maintenant, ce qu'on veut éviter, c'est ce qu'un membre m'a rapporté à titre d'exemple il y a 2 semaines. L'acte d'intimidation s'est produit à 9 h le samedi soir. À 8 h 30 le lundi matin, le père était dans le bureau de la direction pour lui demander ce qu'il était pour faire pour régler la situation. Le directeur a demandé est-ce qu'il s'agit d'un élève de l'école. Le père ne le savait pas. Alors, il y a quand même, là, je veux dire, c'est un exemple assez extrême, là, mais il faut départager comment on collabore ensemble là-dedans, puis qu'est-ce qui revient à qui. Je sais aussi que dans les écoles secondaires, il y a des choses qui se font, qui vont au-delà, bien au-delà des règles établies ou bien au-delà des normes. On pense juste à la collaboration avec les postes de quartier, avec les policiers. C'est pas nécessairement documenté, structuré, couché dans une entente très, très claire, mais il y a des collaborations extrêmement précieuses qui sont en cours présentement. Puis encore là, il y a un danger qui pourrait peut-être risquer de disparaître si on voudrait trop les formaliser. Jean-François, veux-tu compléter avec les... Moi, je peux compléter par des exemples en disant que tout ce qui arrive à l'école, qui peut avoir une incidence, que ce soit un samedi soir, un dimanche matin, on s'en occupe, clairement. On essaie de savoir si ça va avoir un impact sur quelqu'un. Maintenant, il y a un travail d'éducation aussi à faire avec nos parents. Moi, j'ai pas de problème d'être celui... Vraiment pas. Puis on ne fait pas pitié dans les écoles. On a des ressources, on est capable de s'organiser. Par contre, moi, ce que je semble des fois ne pas voir, c'est toute la responsabilisation des autres. J'aimerais ça le voir écrit quelque part, moi, que l'ensemble du personnel enseignant, la table des services éducatifs complémentaires, vous avez également une forme de... Tu sais, tantôt, j'ai dit mes yeux, mes oreilles. Vous devez aussi me le dire parce que ça se passe à quelque part, mais c'est le directeur de l'école qui est responsable. Ils l'ont tous vu, mais ils ne l'ont pas fait. J'aimerais ça qu'il y ait... Tu sais, à partir du moment où moi, je le sais, que quelqu'un le savait, bien, je vais le voir. Pourquoi, toi, tu n'es pas intervenu? Viens me voir, je vais t'aider. OK? Moi, je suis prêt à aller prendre toute la responsabilité. On le fait déjà assez bien dans plusieurs quartiers. Toujours pas très simple, mais quand on met la main à la pâte tout le monde... on arrive. Moi, c'est le petit bout qui me manque dans le projet de loi où j'aimerais ça voir peut-être plus spécifiquement. Le directeur d'école, c'est une chose, mais trouver un libellé, une phrase qui pourrait aussi attacher une responsabilisation à l'ensemble de l'équipe école. Puis quand je dis l'ensemble de l'équipe école, j'inclus les parents et la communauté. Oui, parce que en même temps, je vous écoutais puis je me disais, par exemple, un jeune qui participe à une activité sportive, par exemple, il fait partie d'une équipe de hockey dans sa ville. Bon, ça n'a rien à voir avec l'école, mais il peut avoir de l'intimidation là, la fin de semaine, pendant qu'il participe au tournoi Pee-Wee de Jonquière. Et quand il retourne chez eux, ben là, il y a des conséquences dans son école, forcément. Mais ce que je veux dire, c'est que les organisations, par exemple, de sport amateur ou ces choses-là, ou de sport jeunesse, peuvent être concernées aussi quand vous parlez de communauté. Mais là, en même temps, on élargit énormément le spectre. Mais je voulais que vous me disiez précisément, un peu plus précisément, quand vous parlez de votre proposition là, à la page 8 du mémoire, en haut,
Et vous dites que il faut que les parents s'engagent à prendre connaissance du plan d'action pour contrer l'intimidation et la violence et à soutenir l'établissement dans son application. Alors, comment, au juste, vous voyez ça? Est-ce que ça serait, par exemple, à chaque année, il faudrait que, ou à chaque début de session, par exemple, à chaque début d'année scolaire, au mois d'août, là, le parent reçoit le plan, il le signe, il le redonne à son enfant, vous compilez ça? Je ne sais pas, là, comment... Vous pensiez à quoi, là, quand vous avez écrit qu'il faut que les parents s'engagent à cet égard? Non, on ne veut pas ça, là, parce qu'on va courir après signature. C'est pas ça le rôle. Le rôle, c'est d'agir. Ce qu'on veut dire par là, c'est quand on a une situation dans une école où il y a vraiment un cas d'intimidation, puis qu'on doit intervenir, puis qu'on intervient, il faut s'associer le parent, c'est son enfant, c'est bien évident qu'il faut qu'il soit là. Donc, on s'attend à ce qu'il nous aide là-dedans. On s'attend à ce que lui aussi fasse des interventions. C'est ça que ça veut dire. Il faut qu'il soutienne l'établissement dans l'application des sanctions qu'on va donner, des mesures. Ça m'amènerait à dire que nous autres, les sanctions telles l'expulsion de l'école ou la suspension d'une école, on s'entend que c'est pas toujours gagnant, là. Fait que dans un sens où on suspend la maison, on n'aide pas l'enfant souvent, puis on n'aide pas le parent. Fait que c'est pas toujours la solution gagnante. Ce qu'on a besoin, par contre, c'est si l'enfant a besoin de consulter ou peu importe, parce que ce que la recherche dit, c'est que les enfants qui sont victimes ou intimidateurs ont des problématiques d'estime de soi. C'est pas moi qui le dis, là, c'est la recherche. Donc, il y a quelque chose là à aller travailler. Moi, j'aime bien trouver c'est quoi la nature du problème et non d'essayer de régler les causes et les effets par la suite. Il faut aussi s'attaquer au fond du problème. Et c'est dans ce sens-là qu'on dit, bien, c'est important d'avoir des ressources professionnelles. Je ne suis pas psychologue, je suis directrice d'école, puis je ne suis pas psychiatre non plus. Mais si un enfant il y a une problématique d'intimidation telle qu'il a besoin d'intervention, il faut que le parent accepte d'accompagner son jeune, puis de le faire suivre, puis d'aller avec lui. C'est dans ce sens-là qu'on dit on a besoin du parent. On ne peut pas, nous, remplacer le parent dans ces situations-là. Je vous entends très bien. Donc, je comprends que vous êtes d'accord avec le troisième alinéa de l'article 11 qui dit que du projet de loi, bien sûr, qui dit que le directeur de l'école qui est saisi d'une plainte concernant un acte d'intimidation ou de violence doit communiquer promptement avec les parents de l'élève qui est victime d'un tel acte. Oui ou non? Pas sûr. À cet égard-là, encore là, je pense que le jugement de la direction s'impose. Vous comprenez bien qu'il y a des situations parfois où c'est pas nécessairement l'action à prendre, le parent qui est la meilleure personne. Si on parle d'une situation, une situation d'urgence au moment où l'incident se produit, en tout cas, je peux vous dire qu'en milieu montréalais, dans certaines situations, on préfère bien analyser les conséquences qu'il pourrait y avoir lorsqu'on appelle un parent pour lui soumettre une problématique. Autant dans le cas de l'élève intimidé que de l'agresseur. Là. Il y a des situations qui sont pas nécessairement porteuses à long terme là, pour l'enfant. Dit, puis je sens que M. Flamand trépigne de répondre, mais autrement dit, vous jugez qu'il y a peut-être des cas, puis je vais laisser M. Flamand terminer, il y a peut-être des cas où interpeller le parent, à la limite, va caler, en guillemets, encore plus l'enfant. M. Flamand? Bien, c'est vrai ce que vous venez de dire, mais également, c'est important d'avoir... Il ne faut pas traiter tous les cas d'intimidation, d'harcèlement sur le même pied d'égalité. Comme direction d'école, m'occuper d'un cas simple où il y a 2 personnes qui intimident puis une personne qui se fait intimider, rencontrer tout le monde dans un contexte idéal, quand j'ai des jeunes qui reconnaissent qu'ils ont fait pas correct, un intimidé qui est capable de faire face aux intimidateurs, 2 parents qui collaborent, j'ai pas commencé les rapports puis j'ai 1 heure de travail, minimum. Si j'en ai 8 dans ma semaine, c'est 8 heures, puis sur 8, je ne suis pas sûr qu'ils vont tous bien collaborer. Alors, ajouter des rapports à ça, ça peut facilement représenter 2 jours. J'aimerais, moi, en tant que direction d'école, avoir la possibilité de me servir de mon jugement. Il y a des cas qui se sont réglés, les parents sont satisfaits, ça va bien.
peux-tu dire, pour ces cas-là, les rapports, c'est peut-être pas pertinent, mais pour des cas qui a de la résistance, puis qu'on sent que c'est plus corsé, puis on a un refus de service, de la part du parent, j'entends, bien là, c'est sûr que ça faut documenter. Là. C'est important, en tout cas, à notre point de vue, de distinguer ça. Alors, je vous remercie. Ceci termine la période d'échange avec l'opposition officielle. Nous poursuivons avec le parti ministériel et de nouveau, je cède la parole à Mme la ministre de l'Éducation, des Loisirs et des Sports. Merci. Je voudrais parler du personnel enseignant avec vous. Et vous avez spécifié que des problématiques entre deux adultes dans une école peuvent plus faire référence à des notions d'harcèlement, par exemple, en milieu de travail, que faire référence à cette loi. Lorsque la FAE s'est présentée devant nous, ils ont même spécifié que pour eux, alors que dans la définition de ce que doit comprendre le plan d'action, on indique qu'on doit parler de soutien, là, je le dis de mémoire, mais de soutien à du personnel enseignant qui aurait vécu de l'intimidation. Ils ont dit, vous devriez enlever ça parce que ça ne relève pas d'un plan adopté par un conseil d'établissement. Ça relève de nos relations de travail pour des employés de la commission scolaire. Donc, on ne veut pas que le conseil d'établissement vienne... Oui, c'est ça, merci. Merci. Viennent encadrer ou agir dans ce type de situation. Je veux votre éclairage. Je les écoutais attentivement. Nous, ici, là, on ne veut pas compliquer les choses. On veut bien outiller les bonnes personnes puis être en support au bon endroit. C'est que je veux vous entendre sur cet aspect-là du personnel enseignant avec qui vous travaillez et comment on doit encadrer cet aspect-là. Parce que je vais vous dire ce que j'ai dit à M. Saint-Germain et à ses collègues. Je disais que moi, je l'ai reconnu d'emblée, là, peut-être naïvement, mais moi, j'ai dit, écoutez, il faut nommer que parfois, c'est le personnel enseignant qui est victime d'intimidation. Parfois, c'est ça. Et donc, pour moi, ça ne se faisait pas que mon projet de loi soit muet sur il faut qu'un plan d'action contre l'intimidation à l'école nomme ça aussi. Peut-être qu'on ne le fait pas de la bonne façon. Mais là, je voudrais avoir votre éclairage puis vos commentaires sur cet aspect-là, s'il vous plaît. Moi, je dirais simplement que j'ai tendance à être d'accord avec ça, avec la position qui dit qu'il existe déjà, à l'intérieur des établissements scolaires, des politiques, commissions scolaires. Il y en a qui va être content de savoir que vous êtes d'accord. Oui, c'est ça. C'est rare qu'il est content quand je parle, alors je suis heureux j'espère qu'il écoute. Par ailleurs, ce qu'il faut comprendre aussi, dans un bureau de direction, là, parfois, là, on a un élève qui vient nous voir, là, puis qui nous dit qu'il y en a assez, puis qu'il ne veut plus aller dans cette classe-là, qu'il ne veut plus voir ce prof-là. Et puis, ce que je veux dire, c'est la question qui va se poser, c'est est-ce qu'on applique la politique, la loi qui va être promulguée et qu'on l'applique dans le cas d'une prétendue intimidation de la part d'un adulte vers un élève. Il y a ça aussi, là. Puis à cet égard-là, ce que j'ai compris de M. Saint-Germain, c'est qu'il souhaitait, encore là, qu'il y ait beaucoup de latitude de la part de la direction, que le jugement soit utilisé. Alors, quand vient le temps d'être un peu l'espèce de tampon, là, on a raison d'avoir du jugement. Par ailleurs, à d'autres moments, on n'intervient pas assez. Là. Je trouve ça un petit peu malheureux là, dans le discours de M. Saint-Germain. Mais au-delà de ça, oui, je pense qu'il faut distinguer les politiques commissions scolaires qui traitent le harcèlement en milieu de travail et puis l'intimidation. Parce qu'il peut y avoir aussi des situations entre des adultes aussi, là. Puis juste pour préciser, je ne crois pas qu'on était seulement dans la sphère de le harcèlement et de problématiques entre adultes. Je pense que leur position était de dire, si on est pour parler d'une forme de soutien, de support à donner à un enseignant, peu importe la forme d'intimidation qu'il a vécue, ça ne relève pas du conseil d'établissement de définir ce cadre-là, ça relève de la commission scolaire qui est mon employeur. On se comprend, donc c'est pas juste sur des notions d'harcèlement entre adultes au travail, c'est de façon... Et vous dites que vous êtes plutôt d'accord avec ça, de dire, mettons les choses dans le bon carré de sable, et ça relève de l'encadrement, en fait, de la relation de travail entre l'employeur et l'employé, et non pas d'un plan adopté par un conseil d'établissement. Tout à fait. On se comprend? OK, je voulais juste avoir votre éclairage là-dessus. Je vous en remercie.
Je veux revenir sur Monsieur Flamand, c'est bien ça, hein, Monsieur Flamand? Je veux revenir sur votre dernier témoignage. Parce que j'écoute avec beaucoup de respect ce que vous me dites, ce que vous nous racontez sur la notion du jugement qu'a exercé le directeur de l'établissement, le directeur d'école. Un peu plus tôt, par exemple, on a rencontré des représentants de groupes de lutte contre l'homophobie qui sont venus, par exemple, nous expliquer que dans certains cas, lorsqu'il était question de l'orientation sexuelle d'un jeune, parfois il pouvait être très problématique d'avoir l'obligation d'informer un parent que tel jeune identifié à une orientation sexuelle, que ce soit vrai ou pas, mais parce qu'il est identifié à une orientation sexuelle et victime d'intimidation, d'en informer le parent, ça peut être problématique. Ou encore, certains autres, tout simplement, ont dit, écoutez, des fois, là, si vous m'obligez à appeler le parent, peu importe la raison, je pense que je provoque plus de problèmes aux jeunes qui retournent à la maison, du genre un parent qui va lui dire, bien, prends tes points, défends-toi, je t'oblige à te battre demain. En tout cas, ce genre d'affaires-là qu'on dit, laissez le directeur de l'école juger. Je comprends bien ça. Honnêtement, j'ai bien compris ce message-là. Votre propos maintenant, l'exemple que vous avez donné, est plus lié à la question de tout ce qui est prévu dans la loi sur la transparence, sur quand la loi effectivement oblige de dire s'il y a eu plainte, s'il y a eu action de lutte contre l'intimidation, on demande qu'il y ait rapport et que le rapport soit transmis vers la commission scolaire. Et on dit même que ça doit donner l'objet d'un portrait public. Vous me dites, laissez-moi juger si c'était important ou pas. Si j'ai réglé la question très rapidement, vous m'obligez de faire un rapport, c'est trop lourd et tout ça. Mais en même temps, je dois aussi écouter certains parents, certains témoignages qu'on a entendus, ou des parents, bien que vous nous disiez, et je n'en doute pas, que la majorité de vos membres et tout ça font leur boulot et s'en occupent, vous savez comme moi que je suis devant une réalité, ou en tout cas une perception, qui est le fait que j'ai un certain pourcentage d'écoles qui n'ont pas déployé de plan d'action, puis qu'il y a des parents qui vont dire, moi j'ai eu l'impression que quand j'ai interpellé mon directeur d'école, j'ai pas senti de support, j'ai pas senti qu'on prenait ça au sérieux, ou encore, même un autre élément qui était, j'ai senti que mon enfant victime d'intimidation, c'était lui qui était devenu le problème. Puis qu'on m'a proposé de changer d'école ou de l'isoler. C'est toute cette dynamique-là qu'on entend également. C'est que moi, je vous avoue que je suis encore là, toujours à la recherche d'équilibre, mais je suis là et je me dis, il y a la question de lutter contre la bureaucratie, mais à la fin, je me dis, le dossier de l'intimidation a ses caractéristiques propres. À mes yeux, ce n'est pas un dossier comme... Ce n'est pas un enjeu qu'il y a dans les milieux de l'éducation. Ce n'est pas un enjeu comme un autre. Parce que c'est un enjeu qui commande qu'on dénonce les situations, qu'on les nomme et qu'on intervienne. Et je me mets à la place de parents et tout ça, et de dire qu'on ne peut pas avoir cet éclairage de savoir que j'ai... Par exemple, prenons un cas type, là, mais que c'est un parent qui a porté plainte, et de savoir que c'est documenté, l'intervention et tout ça, je me dis, il me semble en tout cas que ça mettrait un baume, ou ça mettrait le bon éclairage de la transparence, au nom de dénoncer ce qui s'est fait, au nom de la transparence, au nom de prouver qu'il y a eu intervention. Donc, je veux revenir sur cette question. On est tous très sensibles, c'est le député de Jonquière qui le disait, c'est vrai, tous très sensibles à la lutte contre la bureaucratie, mais ici, on parle d'un dossier qui a ses caractéristiques propres. C'est que je veux que vous complétiez votre intervention de tantôt, que vous commentiez plus en profondeur. Tout d'abord, pour compléter ce que je voulais dire, c'est que dans l'exemple que je donnais, la boucle était bouclée. Le parent, tous les parents, tout le monde savait tout. La prise de statistiques ou tenir compte de ce qu'on a fait, puis le nombre de cas, puis la prise de notes qu'on fait pour se garder des traces. Parce qu'il faut s'en garder, nous, avec des enfants qu'on intervient une première fois, une deuxième fois, puis une troisième fois. Il faut s'en garder de toute façon des traces dans le dossier. Mais à un moment donné, il y a une question de lourdeur qui peut faire qu'on peut être embourbé
dans de la bureaucratie. Durant ce temps-là, on n'est pas sur le terrain. Parce que on est tous sensibles à l'enjeu de l'intimidation, tout ça. Là. On ne peut pas nier que c'est important, mais il y a beaucoup d'enjeux qui sont tout aussi importants. Dans les conventions de gestion, ce n'est que ça, des enjeux majeurs. Alors, à quelque part, c'est qu'il y a des dossiers. Moi, je l'ai même dit à des parents une fois que j'avais fini mon intervention. Je dis, Madame, Messieurs, si la loi de demain matin était appliquée, il faudrait que je fasse un rapport. Ils m'ont tous répondu, pourquoi vous l'avez réglé le problème? Monsieur, peut-être avoir de l'éclairage. Je pense qu'on retrouve ça dans la loi aussi parce que le plan d'action initial prévoyait qu'il y ait des portraits de faits, un monitorage, des portraits, etc. Et je le dis avec un sourire, là, je vais porter vraiment mon chapeau de responsable du ministère de l'Éducation. Avec le recul, ça fait penser que tout le monde veut bien faire. Tout le monde a critiqué le ministère parce qu'après 3 ans, le portrait n'existait pas. J'ai une de vos vis-à-vis, présidente d'une association de directeurs d'école, qui a dit il y a un certain nombre de directeurs d'école qui peut-être n'ont pas collaboré parce qu'il y avait la crainte que leur école soit identifiée comme une école problématique. Puis je me dis, c'est comme si tout le monde veut qu'on leur dise exactement ce qui se passe. Puis il faudrait que ce soit à partir de Québec qu'on soit capable de le faire, sans qu'il y ait rien qui se passe nommément sur le terrain et tout ça. Tu sais, des fois, autrement dit, des fois, je me dis, franchement, le ministère de l'Éducation sert de bon punching bag, excusez l'expression, là, en disant, ça devrait être fait, puis tiens, ce ne sera pas nous autres, puis on va dire que c'est à partir du complexe G à Québec que ça doit être fait, tu sais. Je pense que, notamment, ce contexte-là qu'il faut nommer. Les gens ont demandé qu'il y ait un monitorage, ont demandé qu'il y ait un portrait, ont demandé qu'on puisse suivre la situation à l'échelle de toutes les écoles. Puis une fois qu'on le met dans une loi, puis qu'on dit, écoutez, ça aurait dû être fait, ça n'a pas été fait, on va le mettre dans une loi, on va rendre public les événements d'intimidation qui se sont passés, on va savoir si les correctifs sont apportés, si la situation s'améliore ou se détériore. Tout d'un coup, il ne faut plus le faire. Je vous pose la même question que j'ai posée à Régent Parent, puis qui a répondu merci de nous mettre devant nos contradictions, là. Mais je vais vous entendre là-dessus, parce que moi, je suis ministre, puis je suis interpellée là-dessus. C'est-à-dire, là, en 2008, tout le monde trouvait que c'était une bonne idée d'avoir des portraits. Puis tout d'un coup, je le mets dans une loi, il ne faut plus qu'on le fasse. C'est que je vous écoute. Il y a 2 éléments. On m'a dit d'être bref, tantôt, ça je parle trop. Bon. Alors, moi, je veux dire, d'emblée de jeu, on ne cache rien. Moi, je suis capable de vous dire dans mon école, il y en a de la drogue, il y a de la violence, il y a du vandalisme, Est-ce qu'il y en a à grande échelle? Non. Est-ce que ça diminue? Oui. OK, ça, c'est clair. Je réponds à M. Saint-Germain, là, on ne cache pas ça. Il y en a peut-être qui le font. Alors, allons voir ceux qui cachent. Ce n'est pas la majorité. À l'interne, il y en a des compilations. On a des outils qui s'appellent GPI Internet. Je fais une intervention qui est facile, qui se règle avec des parents collaborants, des enseignants collaborants, des élèves collaborants. Tout le monde collabore. Je l'indique, je laisse une trace, il y a des codes. Je veux savoir tous ceux qui sont une compilation de violence verbale, code 12, bing, j'en ai eu 49 dans le dernier mois. Ça se compile facilement. OK? Je ne suis pas obligé de l'envoyer à tout le monde. Si on me le demande, je suis capable de le fournir. Maintenant, il y a beaucoup de perceptions des parents, il y a beaucoup de perceptions des membres du personnel relativement à toute la violence ou l'intimidation dans l'école. La perception, c'est ce qui est le plus dur à travailler. OK? On est d'accord avec ça. Maintenant, pour la loi 88, vous m'avez imposé, le ministère, de faire une convention de gestion en fonction d'une convention de partenariat que le ministère signe avec la commission scolaire. Son travail à la commission scolaire, c'est de s'assurer que son directeur d'école, il a fait sa convention de gestion, puis ça nous impose de faire un portrait de situation. Comme l'ancien enseignant, je faisais des portraits de classe pour savoir le petit un tel, y a-t-il des problèmes en mathématiques, dans ci, dans ça, ainsi de suite. J'ai fait la même chose avec mon école, avec le but numéro 4. La loi 88, elle m'a imposé ça. 1 an, puis jusqu'en 2015 pour monitorer mon travail. En 2015, j'espère que je vais m'être amélioré, mais pour moi, c'est ça qu'on m'a demandé. Puis pour l'ensemble des collègues. Donc, je n'ai pas besoin, moi, en ce qui me concerne, d'une autre loi. Je ne dis pas que ce n'est pas important de parler d'intimidation,
mais j'ai les outils avec la loi 88. C'était une loi qui m'a permis de mobiliser l'ensemble de mon personnel derrière une multitude d'enjeux dans l'école, dont l'intimidation liée à un environnement sain et sécuritaire. Monsieur Bouchard, si je joue à l'avocate du diable, parce que quand je dis ça, c'est de vous rapporter l'autre son de cloche qu'on a. L'autre son de cloche qu'on a, c'est de dire tout ça, tout ce que vous venez nous raconter, sous l'angle de l'objectif numéro 4 des conventions de partenariat sur le climat sain et sécuritaire dans les écoles. Vous avez des enseignants qui vont nous dire « Ah oui, ça, on a fait un crochet un coup qu'il y a eu un plan d'évacuation identifié. Tu sais, ils vont dire ça a été perçu comme ça, là, un climat sain, sécuritaire. Je ne veux pas être réductrice, mais c'est quand même ça qu'on nous raconte. C'est de dire, bien, parce qu'il y a eu un bon plan d'évacuation de l'école, on a fait un crochet, puis on a rempli une bonne partie de l'objectif poursuivi. Honnêtement, on est loin de ce que la loi ici devant nous prévoit, de ce que doit comprendre un plan d'action de lutte contre l'intimidation avec toute la série de paragraphes qui dit nommément ce que ça doit comprendre. Je vous pose la question, notamment pour bien comprendre, quand tantôt vous avez dit, plusieurs d'entre vous, on les a tous les outils, là, convention de partenariat, convention de gestion, les codes de vie, les règles de conduite et tout ça. Je vais essayer de bien comprendre. Est-ce que comment vous l'appelez déjà, pas le code de vie, oui, je pense que c'est dans le code de vie, quand vous me dites on pourrait plutôt intégrer ça dans le code de vie. Est-ce qu'on se comprend que vous êtes en train de me dire que vous prendriez l'engagement, qu'on doit prévoir que tous les items prévus ici, là, devant nous, est-ce que doit comprendre un plan de lutte contre l'intimidation? Je vous fais référence à certains des paragraphes qui, pour moi, sont importants. Par exemple, le fait qu'un tel plan doit comprendre les actions qui doivent être entreprises lorsqu'un acte d'intimidation est constatée par un élève ou un enseignant ou tout autre membre du personnel, que ça nomme qu'est-ce qui doit être entrepris, c'est quoi les sanctions, etc. Est-ce que ce que vous me dites, c'est on est prêt à tout faire ça, à avoir un plan qui répond à tout ça, mais faites-nous le mettre dans le code de vie approuvé par le conseil d'établissement? T'sais, si c'est ça, moi, je ne fais pas une grande bataille là-dessus. Là. Si ça répond à quoi on s'attend de voir dans un plan d'action de lutte contre l'intimidation, je ne fais pas de bataille là-dessus. Mais je ne suis pas sûre qu'à la fin, que ça ressemblerait vraiment à ça. c'est là que j'ai besoin de vous entendre, d'être rassurée. Je termine, là, vous m'avez compris, là, parce que moi, j'entends trop souvent dire une école saine et sécuritaire, ça a trop souvent pris la forme de « oui, je vous le dis, on a un plan d'évacuation ». Mais ça n'a pas été jusqu'à vous parler de lutte contre l'intimidation dans tous les cas. C'est qui? OK, c'est à moi. Non, elle est tellement longue qu'elle s'adressait à tout le monde. Oui. Bien, je pense qu'effectivement, on peut... Dans le fond, votre crainte, c'est que les choses ne soient pas faites, disons-le, là. Nous, ce qu'on dit, c'est que, oui, les éléments sont en place. Maintenant, est-ce que d'avoir le projet de loi tel qu'il est formulé ici va vous assurer que toutes ces conditions-là, ces modalités-là seront précisées? Moi, je pense qu'il y a un devoir, puis on l'a dit tout à l'heure, là, on a un employeur qui est la commission scolaire, il y a des règles, Est-ce que tout doit faire l'objet d'une loi? Je pense que non. On peut édicter, vous le faites, vous avez la possibilité de le faire là, via la convention de partenariat, puis qui descend chez nous avec la convention de gestion. Juste vous dire, moi j'entends d'ici du monde me dire, il existait un plan d'action qui dictait des éléments auxquels on s'attendait. C'était accompagné de ressources financières. Il existe tous les outils que vous me dites depuis 2008. Puis le résultat, c'est qu'on m'a dit, il y a 30 à 40 des écoles où il ne s'est pas rien fait. Moi, je suis là, je reçois ce que vous me dites, mais en même temps, je me dis, comment je fais? Parce que si tout était en place puis que c'était à 100 dédié à lutter contre l'intimidation, je ne serais pas devant le fait qu'on me dit il semblerait bien qu'il y a 30 à 40 des écoles où il n'y a pas eu d'action déployée contre l'intimidation. Parce que j'ai envie de dire, l'approche que vous me proposez, qui est une approche basée sur le jugement, la volonté, les outils existants, est une approche où, en tout cas, dans l'opinion publique, en termes de perception, est une approche qui a eu ses failles.
Mais si vous permettez Monsieur Naud, rapidement... en terminant, s'il vous plaît. Oui, c'est faire abstraction de ce qui s'est passé là, depuis 1 an et demi autour de l'intimidation. On l'a dit tout à l'heure, là, il y a une mobilisation énorme. Madame Courchaine, votre prédécesseur, avait lancé le bal. Les médias ont été très, très actifs là-dedans. Là. Une bonne campagne de communication. On voit que ça fait bouger les choses. Je ne pense pas qu'on est au même endroit. Il y a un cheminement qui a été fait. Si vous dites qu'il y a 30 des écoles qui n'ont pas fait leur travail, je ne suis pas certain que si on s'assoit ici dans 1 an, on va avoir le même chiffre, là, en fonction de ce qui s'est produit. Maintenant, la question, c'est simplement, est-ce qu'on n'utilise pas un outil, une arme qui est trop pesante, disons-le comme ça, toujours avec l'objectif d'efficacité dans l'intervention par rapport à ce qu'on veut attendre? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres voies pour arriver au même fin, dans le fond? Là. Alors, merci. Ceci termine cette période d'échange avec le parti ministériel. Nous poursuivons avec l'opposition officielle et je vais donner la parole à Mme la députée de Marguerite Diouville. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs, Madame, de votre contribution. Moi, je vais revenir encore sur toute la question de la reddition des comptes. Parce que c'est vrai que probablement qu'on n'est pas au même endroit qu'on était il y a 1 an et demi. C'est vrai qu'il y a les contrats de gestion qui existent, mais c'est aussi vrai qu'on est obligé de constater que dans un certain pourcentage de nos écoles, les actions qui étaient prévues dans le cadre du plan de lutte à la violence et tout ça n'ont pas été mises en place. Et à partir de ce moment-là, trouvons ensemble le processus ou la démarche la plus allégée possible pour faire en sorte que lors de la reddition de comptes, on en arrive à des résultats, une amélioration dans chacune de nos écoles à partir de la réalité de chacune de ces écoles. Moi, je comprends que le projet de loi que nous étudions situe le directeur d'école au cœur de l'action comme étant responsable, qui lui propose une personne en termes de coordination, qui va se donner un comité de travail pour l'appuyer à partir des objectifs du plan qu'il va proposer, qui va être mis en place et qui va mettre à contribution l'équipe école. Si on doit resserrer un certain nombre de choses, on le fera. Mais en même temps, je pense qu'on a, à cause de la conjoncture sociale autour de tout ce débat-là, une espèce d'obligation de reddition de comptes. Je suis d'accord avec vous quand vous soulevez la question des palmarès. Ça me donne des boutons à chaque fois d'en parler parce que je suis convaincue que les palmarès qu'on a déjà vécus, qu'on vit toujours, n'aident absolument pas à la mobilisation dans nos écoles. Et il faut éviter d'en arriver à ça. Mais en même temps, vous avez dit, chacun d'entre vous qui avait eu à intervenir, on laisse des traces de nos dossiers. Comment vous la voyez, votre reddition de comptes, à la commission scolaire qui doit répondre à la ministre de l'Éducation dans le cadre des ententes qui sont prises? Comment vous la voyez? On ne veut pas savoir à la demi-heure près comment vous agissez, mais comment vous la voyez, cette reddition de comptes-là, qui va faire en sorte qu'on va être capable de comprendre que dans chacune des écoles du Québec, il y a un engagement à partir de la volonté politique émise par le projet de loi. Et à partir du moment où on entend ça, on aura probablement le moyen d'alléger les choses pour répondre à l'ampleur du travail que ça va vous demander. On en est très conscient. Mais en même temps, je pense que socialement, on est conscient qu'on a une obligation de résultat. Je pense que dans les situations extrêmes où c'est vraiment un cas complexe, on doit faire quelque chose, on doit remplir quelque chose. Ça, j'en conviens, j'ai pas de problème avec ça, mais ce qu'on veut pas, nous autres, c'est 40 pages, parce qu'on est habitué, quand on a reddition de comptes à faire, quand ça descend dans nos écoles, c'est beaucoup de pages. Et c'est pas ça l'idée. Quand on fait une intervention comme direction d'école, par exemple, par rapport à un acte de violence, quand on dit on se met des notes, là, c'est pas 4 pages, là, c'est 1 page. On fait vraiment, puis on les connaît, nos élèves, là, où on va l'inscrire dans le GPI, on se met 2-3 notes, puis c'est correct, ça suffit. On est capable de savoir qu'on est intervenu nombre de fois auprès de ces jeunes-là, quelles conséquences on lui a données, si on a rencontré le parent. On fait déjà tout ça. Là, s'il faut prendre ça puis l'inscrire dans un rapport qui va avoir 40 pages, écoutez, là, je veux dire, la majorité des écoles, il y a beaucoup d'écoles au Québec, c'est-à-dire qui ont la stratégie d'intervention Agir autrement. Moi-même, j'ai été personnellement dans une école stratégie d'intervention Agir autrement.
c'est 40 pages. Là, le rapport, là, puis ça, c'est en plus du plan de réussite, puis ça, c'est en plus du reste. À un moment donné, il faut être sérieux, là. C'est où on veut mettre l'énergie? C'est sur l'intervention ou sur le papier? Alors, moi, je veux bien qu'on rende des comptes, mais il faut le faire de façon intelligente pour éviter que ça devienne quelque chose de trop pesant. C'est ça qu'on dit dans le fond. Puis on comprend l'inquiétude qui dit qu'on n'a pas de portrait. Moi, ça me questionne tout le temps d'entendre ça. Je me dis, coudonc, les commissions scolaires, là, ils signent avec nous des conventions de gestion. Là, c'est quoi le problème, là? C'est ça qu'on a à faire, nous, une analyse de situation. Comment ça qu'ils ne l'ont pas? Moi, ça, c'est la question... La question de départ qu'il faut se poser, moi, le 30-40 j'aimerais bien ça savoir, il vient d'où le 30-40 Puis je vais aller plus loin que ça. Dans le plan de lutte à l'intimidation, on ne dit pas qu'on n'en veut pas, on dit qu'il y a des affaires là-dedans qui pourraient faire partie des règles de vie. Exemple, les modalités... Non, ça, c'est pas ça. Après, les actions qui doivent être prises dans un acte d'intimidation, les mesures de soutien. Oui. Bien, dans le plan de lutte, ça devrait être départagé, puis je pense qu'on en a nommé dans notre mémoire, puis on pourrait retravailler ça, c'est pas un problème. Il y a des choses qui appartiennent à la règle de vie. Quand on parle de sanctions, quand on parle de les élèves qui perdent des privilèges. Mais par contre, sur ce qui est le plan de lutte, ça pourrait être, par exemple, les mesures de prévention, ça pourrait être les mesures visant à assurer la confidentialité, ça pourrait être le suivi qu'on entend donner. Mais là, il ne faut pas que le suivi, ça soit prescriptif pour tous. Il faut laisser le jugement de la direction d'école parce qu'on ne peut pas faire le même suivi avec un élève puis un autre élève. On s'entend qu'il faut que ça prenne la couleur du geste. Mais on n'est pas contre la réduction de corps. On n'a pas peur de ça, là. Il ne faut pas entendre qu'on ne veut pas faire de réduction de corps. On veut le faire dans un esprit de collaboration, mais dans un esprit aussi d'efficience. Je pourrais dire que les épaules commencent à être pesantes là, avec le nombre de plans là, qu'il faut mettre de l'avant. Et je vous dirais que tout ce qui tombe à l'école, nous, on considère que c'est important. Alors, le français, c'est important. La réussite des élèves, c'est important. Les garçons, c'est important. Les saines alimentations, là, j'en nomme des choses, là, mais on a toutes des obligations par rapport à ça. Donc, on se comprend que le but 4, il est extrêmement important, mais il faut le faire de façon intelligente pour pas que ça amène au bout du compte des situations difficiles, parce qu'il y a des directions d'école qui ont trois écoles. Comment voulez-vous qu'ils arrivent à quelque chose d'intelligent à 3 écoles? Ils sont là une journée par semaine, puis ça, si on compte les réunions où on est obligé d'être à l'extérieur, il y a des écoles, des fois, qui n'avoient pas de la semaine, la direction d'école. Alors, je comprends un peu Mme Bernard qui dit ils se sentent seuls. Je comprends, nous autres aussi, on se sent seuls des fois, je peux vous dire. Merci. Une autre question. Vous avez dit tout à l'heure, Mme Boucher, la pratique gagnante, ça veut dire des petits gestes récurrents au quotidien. Comment vous la voyez, la pratique gagnante, dans le cadre d'un plan de lutte à l'intimidation? Je vais prendre un exemple. Quand j'étais directrice d'école, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai quitté les écoles, là. Ce qui était gagnant, c'est que quand il y avait des assemblées générales ou quand il y avait des rencontres cycles avec nos profs, notre personnel, on était capable de nommer les choses qui y allaient moins bien puis qu'on se donnait des plans d'action. On se disait, bon, ben là, regarde, on va faire ça de telle façon, ou on va assurer de la surveillance plus importante, ou on va se donner une formation sur comment on effectue la surveillance pour qu'elle devienne efficace. On va essayer de voir, bon, c'est où les zones où c'est plus fragile. C'est dans ce sens-là. C'est pas de faire une action une année, après ça, on n'en parle plus. C'est pas ça l'idée. C'est d'en parler souvent, régulièrement. Dans nos rapports aussi enseignants ou autres personnels avec ses élèves, mais les autres aussi, parce que c'est pas ton élève qu'il faut pas que tu interviennes, on s'entend. Bon, bien, ça aussi, tu sais, il faut être capable de parler de ça avec notre équipe d'école, puis il faut se donner aussi la marge de manœuvre de le faire. C'est dans ce sens-là que je le vois, mais je pense que monsieur, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Parce que c'est un élément qui te... Bien, moi, là, l'élément le plus important, là, c'est le lien signifiant entre des adultes puis des enfants dans nos écoles, puis des élèves. Ça, là, c'est important. Vous avez trouvé Candide, peut-être, là. Ça fait quand même 10 ans que je suis à l'école secondaire Henri Bourassa. C'est un milieu que j'aime. Je suis là par choix. Puis je vous le dis, moi, j'ai confiance, là. D'abord, les élèves, là, je leur fais éminemment confiance sur leur réussite. J'ai confiance. Moi, ma prémisse de départ, c'est de dire, ils vont réussir. Mon personnel,
J'en ai des bons, j'en ai des moyennement bons, j'en ai des un petit peu moins bons. Mais en bout de ligne, j'ai éminemment confiance en tout mon personnel et j'ai évidemment confiance en mes collègues directeurs d'école. Est-ce que ça a besoin d'être mis dans une loi? Là, on tourne alentour de ça. Là. Moi, je dis qu'il y a eu une réunion, c'est il y a 2 ans, les écoles phares. 133 écoles se sont réunies ensemble pour mettre en commun des pratiques gagnantes. J'en suis une école phare. J'estime qu'on travaille fort, c'est un jeu de mots involontaire, là, qu'on travaille fort pour améliorer l'ensemble des pratiques éducatives, incluant l'intimidation. OK? Tous les jours, les liens signifiants avec des enfants, la notion de plaisir, on n'entend pas parler. Avoir du plaisir à l'école, je ne dis pas de se pogner au plafond, là. Avoir du plaisir dans nos institutions, bien, c'est aussi, dans l'équation, une variable qui fait diminuer l'intimidation. OK? Nos rapports de suspension qu'on fait une fois par mois à la commission scolaire de la Pointe-de-l'Île, je suis capable de dire les agressions verbales, les agressions physiques, c'est demandé par la direction générale de la commission scolaire, déposé au Conseil des commissaires. C'est peut-être à géométrie variable à travers le Québec, je ne le sais pas. Moi, je vous parle de ce que je connais. Mais il y en a des redditions de comptes et je fais les mêmes redditions de comptes annuellement à mon conseil d'établissement, de la même façon que je rends compte du nombre d'activités qu'il y a eu et du nombre d'incidents qu'il y a eu négatifs dans mon école. Alors, on en fait déjà des redditions de comptes. Puis je vous dis, là, moi, j'ai 2000 élèves. Bien, je ne sais pas combien j'ai de parents, mettons 1000. Bien, ça fait 2000 yeux qui me regardent, plus la communauté, plus mes enseignants, plus tout le monde. Donc, il y en a une reddition de compte qui est presque quotidienne. Merci. Monsieur le député de Jonquière. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, je comprends que si évidemment il y avait plus de ressources, on serait capable de faire plus. C'est une vérité de la palisse, évidemment. On souhaite toujours avoir plus de moyens. Est-ce que vous seriez favorable? Est-ce que vous trouvez que, par exemple, le projet de loi devrait être plus, moi je pourrais dire, actif quant à nommer l'obligation d'accorder des ressources davantage? Autrement dit, si on veut vraiment faire de la lutte contre l'intimidation et la violence un véritable projet ou une véritable priorité, il faut qu'il y ait des ressources qui aillent avec ça. Et si vous aviez plus de ressources, ça permettrait peut-être d'allouer, de libérer une personne responsable. Il y a par exemple d'autres groupes qui sont venus avant vous qui nous ont dit, bon, ben ça pourrait être, je pense que c'est la Fondation Jasmin Roy, qui nous disait, bon, ben on peut déléguer un psychologue, par exemple, dans une école, une journée semaine au dossier intimidation, mais ça, en bout de ligne, il faut le payer, là. Alors, seriez-vous favorable à une proposition qui irait vraiment plus dans ce sens-là? On ne peut qu'être favorable à plus de ressources dans l'école, là. Comme vous le dites, là, plus on a de moyens, plus on peut intervenir. Je reviens au comité qu'on pense mettre en place. Je vous le dis, là, je me reporte moi aussi là, il y a 4 ans, quand j'étais directeur d'école, ou plutôt 6 ans déjà. Je ne sais pas à qui j'aurais demandé ça. Parce que nécessairement, il y a des enseignants. Je pense à ma psychoéducatrice qui était débordée au niveau du suivi de persévérance scolaire, aux 2 éducateurs spécialisés qui étaient engagés dans les classes avec des troubles spécifiques, des troubles de comportement puis des troubles langagiers. Je pense aux enseignants qui avaient une tâche pleine, puis qui sont requis aussi pour faire de la récupération, tout ça. Je vois juste pas. Donc, effectivement, c'est une question de choix. Puis je rejoins toute la problématique autour de la reddition de comptes. C'est toujours de sous-peser qu'est-ce qui est suffisamment important ou qu'est-ce qui doit être prioritaire dans vers quoi on met les énergies, le temps, les personnels, puis ce qu'on rapporte aussi. Parce que le problème avec l'intimidation, puis à la limite des gestes de violence, malheureusement, c'est très élastique, ça. La description que faisait M. Flamand tout à l'heure de son cas, est-ce qu'on considère que c'est un cas réglé, que c'est un cas qui, somme toute, en 2 heures, vaut la peine d'avoir le même type de reddition de compte
le petit bonhomme qu'on suit là, depuis 1 an et demi, là, qui a des gros problèmes et qui lui, se valorise en intimidant, c'est tellement à géométrie variable qu'on peut pas nécessairement... là. Alors, à cet égard-là, tout professionnel non enseignant est bienvenu, plus que bienvenu, et nécessaire dans le milieu, là. Ça, c'est évident. Est-ce que ça doit être inscrit dans la loi? Ça, ce serait certainement une façon de valider puis de son utilité. C'est bien clair à notre point de vue. Oui, je voudrais vous entendre davantage sur la prévention, parce que je remarque que d'entrée de jeu, vous avez débuté votre présentation en nous parlant de l'importance de la prévention. Si vous aviez à apporter un jugement critique global, disons, sur le projet de loi, est-ce que vous trouvez qu'il ne va pas assez en amont, puis il va trop sur la mécanique ou à la limite même la coercition? Et si on dit oui à la prévention, en tout cas moi je le dis, je dis oui à bien des choses là, au niveau politique, mais je dis oui à la prévention, comment peut-on au juste prévoir cette... c'est-à-dire comment on peut au juste faire atterrir cette prévention? Comment on peut la matérialiser? Vous avez parlé tout à l'heure de formation. Est-ce qu'on doit agir dans la formation des maîtres, par exemple? Qu'est-ce qu'on doit ajouter? Qu'est-ce qui manque en matière de prévention? Comment, dans cette prévention, on peut embarquer également, on l'a dit aussi d'entrée de jeu, les parents davantage, la communauté, on parlait peut-être des entraîneurs d'équipes de hockey, etc. En tout cas, je vais très loin, là. Mais quand vous parlez de prévention, par rapport à un jugement plus critique du projet de loi, je voudrais vous entendre plus là-dessus. Moi, ce que je voudrais vous dire là-dessus, c'est que je pense que oui, il faut aller plus loin dans la prévention. Puis quand on parlait il y a quelques minutes là, d'une personne ressource ou d'un comité, dans le mémoire qu'on vous présente, on parle de formation pour tout le monde. C'est important d'impliquer tout le monde. Pour avoir refait des règles de vie dans plusieurs écoles, quand on le fait ensemble avec une philosophie qui est en arrière, qui est d'aller beaucoup plus vers l'éducatif que le coercitif, c'est très gagnant. Dans ce qu'on garde à l'interne pour garder des traces de billets de manquement, tout autre, on voit une diminution. Moi, ce que je trouve important, vous l'avez sûrement déjà entendu, ça prend tout un village pour élever un enfant. Dans ce projet de loi-là, le ministère, c'est des loisirs et des sports. Les loisirs et les sports, c'est capital. On peut bien faire plein d'interventions de prévention dans le cadre du cours d'éducation physique, mais c'est ce qui se passe à l'aréna. La fin de semaine vient tout défaire, on repart à zéro. Je pense que c'est très important. On parle de collaboration dans le projet de loi avec les policiers et avec les services sociaux, mais moi, je ne suis pas le patron des services sociaux. Là. Puis j'en vois des priorités que, dépendamment des services sociaux, ils n'ont pas toujours les mêmes. Moi, je pense qu'il faut aller loin pour se coordonner. Il y a des endroits où on répète les mêmes interventions, services sociaux et écoles, puis dans d'autres, ben, à un moment donné, il faudrait être complémentaire. En tout cas, je ne sais pas le comment, mais je le soulève. Moi, je pense qu'il faut vraiment être ensemble parce que l'intimidation, oui, il y en a à l'école, mais l'école est à l'image de la société. J'interprète ce que vous me dites en disant il faut trouver une manière sûrement de préparer davantage les intervenants, qu'ils soient enseignants, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient chauffeurs d'autobus, sur l'intimidation. Est-ce que c'est par de la formation? Est-ce que c'est en revoyant un certain nombre de cursus, de cours de formation des maîtres? En tout cas, j'entends bien ce message-là et nous le retenons, mais il me reste 2 minutes. Et vous avez un propos très, très bref sur le protecteur de l'élève. Je voudrais quand même vous entendre un petit peu plus là-dessus parce que la ministre... dans le projet de loi, a inclus des éléments là, concernant le protecteur de l'élève. Vous voyez ça comment? Est-ce que vous pensez que, justement, ça ajoute une couche de bureaucratie, à la limite, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure? Est-ce qu'on est en train d'étirer l'élastique de son rôle par rapport au mandat d'origine qui était donné au protecteur de l'élève dans la loi au moment où il a été créé? Alors, quelques mots là-dessus. Je commence. Effectivement, nous, ce qu'on voit, c'est que le rôle est en train de changer.
On trouve ça important, le protecteur de l'élève. On est content d'avoir un protecteur de l'élève parce qu'il y a un rôle à jouer, puis le rôle qu'il joue présentement, il est parfait. Il est très bien comme ça. Maintenant, s'il faut qu'il se mette à regarder les plans de lutte des écoles, écoutez, on vient effectivement de lui donner tout un nouveau rôle qui a des conséquences aussi, là. Ça vient avec, hein? Si on lui donne d'autres mandats, bien, il faut qu'il les remplisse. Donc, il faut vraiment que si on fait ça, c'est parce qu'il y a une plus-value, là. Nous, on se questionne. On se dit, bien, ça va-tu vraiment apporter quelque chose de plus? On se questionne. On n'est pas tout à fait à l'aise avec l'idée. On pense que présentement, comme il est là, ça peut il remplit bien son rôle, puis on souhaite qu'il continue de le faire de cette façon-là. Maintenant, M. No voudrait peut-être continuer. Oui, bien, écoutez, non, ça rejoint ce que Mme Boucher voulait. Si vous permettez, M. le Président, très rapidement, je veux revenir sur la question de la mobilisation. On a parlé de l'ensemble des acteurs. On oublie les élèves eux-mêmes. Avec la publicité qui s'est faite autour de l'intimidation, là, cette dernière année, là, vous avez vu la mobilisation de certains jeunes, des jeunes qui avaient été intimidés eux-mêmes. Les jeunes, ils nous écoutent, ils nous regardent, et on dit qu'un témoin d'intimidation qui intervient, qui dit à l'intimidateur pour qui tu te prends ou tu t'en vas, dans 7 cas sur 10, ça règle la situation. Il faut miser là-dessus aussi. On parlait de solutions tout à l'heure, prévention, oui. Des concours du type de ce qui a été annoncé pour encourager les jeunes à élaborer des messages publicitaires, vidéos ou posters pour contrer l'intimidation. Il ne faut pas sous-estimer ce genre de choses-là. Le discours est en train de changer présentement dans les écoles au niveau des jeunes eux-mêmes. Comme disait M. Bouchard tout à l'heure, il faut leur faire une grande confiance à nos jeunes. Merci beaucoup, M. No, Mme Boucher, M. Bouchard et M. Flamand pour nous avoir donné le point de vue de l'Association montréalaise des directions d'établissements scolaires et Association québécoise du personnel de direction des écoles. J'inviterai maintenant les représentants de l'Association des commissions scolaires anglophones du Québec à venir prendre leur place. Je vais suspendre pour quelques instants.